Que dit la direction de l'UNESCO? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des preuves scientifiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi, je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges? Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? En février 2023, le spectacle de l'humoriste américain Kevin Hart est annulé par les autorités égyptiennes au motif d'afrocentrisme, se basant sur les déclarations suivantes de l'artiste. Nous devons enseigner à nos enfants la véritable histoire des Africains noirs, l'époque où nous étions rois d'Égypte et pas seulement l'époque esclavagiste qui domine les cours aux États-Unis. Vous souvenez-vous du temps où nous étions rois? En avril 2023, un documentaire fiction de Netflix produit par Jada Pinkett Smith, dans lequel Adela James incarne Cléopâtre, provoque une vive polémique sur la toile. De nombreux internautes considèrent ce choix comme une tentative de réécriture de l'histoire. Une pétition en ligne sur change.org réunit plus de 18 000 signatures avant d'être retirée. En Égypte, c'est plus de 40 000 signataires demandant le retrait de ce documentaire de la plateforme au nom d'une prétendue falsification historique. En juillet, toujours de cette même année, aux Pays-Bas, le Musée national des antiquités de Leyde accueille l'exposition dénommée Kemet, mettant à l'honneur la musique hip-hop et notamment l'influence de l'Égypte ancienne sur les artistes d'origine africaine. Une photo de Beyoncé en reine Nefertiti et une vidéo de Rihanna dansant près des pyramides y sont exposées, suscitant la colère de l'Égypte. Les autorités égyptiennes accusent le musée de déformer l'histoire avec une approche afrocentrique et dénoncent une appropriation culturelle. Au vu de ces quelques récents faits divers, on s'aperçoit que la reconnaissance de l'origine négro-africaine de l'Égypte antique fait l'objet jusqu'à aujourd'hui d'un déni alimenté et entretenu de la part d'idéologues défendant un courant eurocentriste. Et pour en avoir pleinement conscience, il suffit de lire l'article publié le 6 mars 2023 par le site The Conversation, qui reflète parfaitement la posture de ce mouvement. Pour information, ce site est un média éducatif numérique destiné à la diffusion du savoir autour de l'actualité générale et de la culture scientifique qui propose du contenu provenant de la communauté universitaire. Voici ce qui est dit au sujet des travaux de Cheikh Anta Diop affirmant la primauté civilisationnelle africaine, telles que Nation nègre et culture et Civilisation ou barbarie. Je cite: « Des théories réfutées par l'ensemble des égyptologues que Diop, pour se défendre, accuse de mauvaise foi. Toutefois, ces écrits présentent comme des faits historiques des affirmations qui ne sont que ses opinions fondées sur ses interprétations personnelles. » On peut lire également « L'afrocentrisme n'en demeure pas moins une mythologie qui ne repose sur aucune preuve tangible ni scientifique. » Ou encore « D'une manière générale, chercheurs africains et afro-américains rejettent les auteurs afrocentristes. L'afrocentrisme est davantage un phénomène culturel, source thérapeutique de fierté et d'estime de soi qu'une démarche scientifique. » Comme vous pouvez le constater, la stratégie de communication utilisée par ces idéologues consiste à affirmer que toute thèse soutenant l'origine négro-africaine de l'Égypte antique est inéluctablement associée à une démarche afrocentrique, ne reposant sur aucune preuve tangible et scientifique. C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo à travers l'analyse du colloque d'égyptologie du Caire de 1974. Tout d'abord, le contexte. La publication dès 1954 des ouvrages Nation nègre et culture, puis l'unité culturelle de l'Afrique noire et l'Afrique noire précoloniale incarne et matérialise la rupture épistémologique jusqu'à présent basée sur les théories philosophiques des pseudo-scientifiques tels que Hegel et Gobineau. En 1967, son livre Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique révèle une toute autre approche en matière d'histoire africaine s'appuyant sur des méthodes de sciences exactes telles que la datation par le carbone 14, des analyses chimiques, des photographies aériennes, des analyses archéologiques, entre autres. Ces investigations, ces démonstrations, ces révélations vont mettre en évidence la nécessité d'une réécriture de l'histoire de l'humanité.
Au vu de la probité intellectuelle et de la rigueur scientifique de ses travaux, c'est tout naturellement que l'UNESCO sollicite en 1970 le professeur Cheikh Anta Diop à devenir membre du comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Cheikh Anta Diop accepte cette proposition sous réserve au préalable de 3 conditions. Les 2 premières consistent en la tenue d'un colloque international réunissant des chercheurs de réputation mondiale pour d'une part débattre de l'origine des anciens Égyptiens et d'autre part faire le point sur le déchiffrement de l'écriture merwatique. La 3e condition concernant la réalisation d'une couverture aérienne de l'Afrique. À travers cette démarche, on prend conscience de la grandeur du savant en termes de déontologie, de probité intellectuelle et d'objectivité. En effet, là où nombreux égyptologues opportunistes se seraient empressés de rédiger et publier cet ouvrage sous l'égide de l'UNESCO, et de ce fait imposer dans la sphère scientifique indéniablement sa vision et ses travaux, Cheikh Anta Diop a de son propre chef pris l'initiative d'exiger avant la rédaction de cet ouvrage, constituant une référence irréfutable, l'organisation d'un colloque scientifique permettant de confronter les plus grands égyptologues au monde sur la question du peuplement de l'Égypte ancienne et du déchiffrement de l'écriture merwatique. Sollicité par l'UNESCO en 1970, comme je l'ai précisé plus haut, Cheikh Anta Diop a décidé d'octroyer 4 années aux différents égyptologues convoqués pour cette rencontre scientifique afin de leur laisser le temps nécessaire à la préparation de leur contre-argumentation, d'exposer leurs éventuelles démonstrations et de fournir les preuves soutenant leur théorie. C'est précisément dans ce contexte que s'est déroulé au Caire du 28 janvier au 3 février 1974, organisé par l'UNESCO dans le cadre de la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, le colloque intitulé « Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture merwatique ». Écoutons ensemble l'argumentaire de Cheikh Anta Diop durant son intervention. Tout d'abord, concernant le domaine anthropologique. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des bitumes, ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmose III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations viennent les contredire, j'affirme que le taux de mélanine qui est révélé au microscope, contenu, même partiellement, et qui est la quantité résiduelle sous la peau des anciens Égyptiens, est absolument incompatible avec l'idée d'une race leucoderme. Voilà un fait. Ensuite, j'en arrive aux mensurations ostéologiques. Ce n'est pas pour rien que l'égyptologie a évité, bien que disposant souvent de squelettes entiers, de parler d'ostéologie. Mais il y a un grand savant allemand du siècle dernier, c'est Lepsius, justement, qui avait étudié les Égyptiens sous cet angle, qui avait carrelé l'Égyptien, ce qu'on appelle le canon de Lepsius, que tous les égyptologues connaissent. Le canon de Lepsius, justement, dit que l'Égyptien parfait est un négroïde.
le canon de Lepsius et qui donne, mis au carreau, les proportions du corps de l'Égyptien parfait, à les bras courts et négroïde ou nigricien. Pour ceux qui parlaient donc du terme négroïde et nigricien, voilà l'expression de Lepsius. Il a carrelé le type égyptien, il a fait la mensuration ostéologique, et c'est le caractère le plus permanent, justement, quand on veut distinguer un noir d'un blanc. Vous avez bien vu que les mensurations craniologiques ne permettent de distinguer que des types extrêmes, absolument extrêmes. Les éléments que je vous ai montrés ici, si on les étudiait sous cet angle-là, si cet individu-là n'était pas vivant, parce que quand il est en chair et en os, on n'ose pas en faire un blanc, mais il sortirait, le crâne de cet individu sortirait blanchi de mensurations crâniométriques. Voilà les inconvénients de la craniométrie. C'est que quand l'individu est vivant, vous n'osez pas en faire autre chose qu'un nègre, mais dès l'instant que vous avez une face haute, parce que voilà la face haute, voilà l'indice nasal, vous voyez bien, et pourtant c'est un nègre typique. Donc, voilà les erreurs voulues de la craniométrie. Donc, c'est l'ostéologie seulement qui permet, dans le meilleur des cas, de distinguer un nègre d'un blanc. Et c'est ainsi surtout que l'on a distingué l'homme de Grimaldi, du Cro-Magnon, qui est venu après, et qui peut-être par filiation est sorti de lui. Ça, c'est une autre question. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc. Et ce critère, Lepsius a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique et il a trouvé que les Égyptiens étaient des nègres, des négroïdes ou des nigriciens. C'est la raison pour laquelle peut-être l'égyptologie a souvent tué les mensurations ostéologiques. Enfin, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, même sur les cadavres de la protohistoire, on peut encore déterminer le groupe sanguin. Par conséquent, ici, il serait extrêmement intéressant, toutes les races qui ont été étudiées, tous les restes humains qui ont été étudiés déjà, peuvent être repris sous cet angle-là, sous l'étude du groupe sanguin. Parce que nous savons justement que c'est le groupe sanguin A2 qui est vraiment caractéristique du blanc avant tout métissage. Les Américains ont fait des travaux très poussés dans ce domaine-là. Alors il faudra rechercher le groupe A2 en Égypte. Parce qu'en attendant, l'Égypte appartient absolument, et toute l'Égypte jusqu'au delta, appartient au groupe B, qui est encore le groupe de l'Afrique occidentale. Par une démonstration, Cheikh Anta Diop démontre à travers le taux de mélanine, l'ostéologie ainsi que le groupe sanguin que l'Égyptien antique était de phénotype négroïde. Écoutons désormais les témoignages rapportés par les Grecs au sujet des Égyptiens. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque qu'Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquelles les Égyptiens se métissaient, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi, parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes. Donc, je passe, et j'en arrive à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Il s'agit de Volney, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les Coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, etc. Parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » Et Volney dit plus loin « Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole, etc. » Mais à cette déposition de Volney, immédiatement après le déchiffrement, donc vous voyez bien, je veux insister sur le fait
que l'idée que les anciens Égyptiens étaient des Noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes. Et c'est à ce moment-là, avec l'apogée de l'impérialisme, qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi. Et l'égyptologie est née en même temps. L'égyptologie a fourni en même temps qu'elle naquit un effort de négation pour gommer en quelque sorte, effacer l'origine négroïde. Et je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le Jeune. Champollion le Jeune était un savant de bonne foi. Mais Champollion fils Jacques fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas. Champollion fils Jacques, voici sa déposition. Il dit, c'est très long, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre, et la conclusion de Volney relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible. La science devient normative. Qu'est-ce qui est inadmissible en science? En science, tout ce qui est prouvable est acceptable et admissible. Et voici désormais ce que nous trouvons, c'est inadmissible. Donc, c'est ce point de vue normatif qui existe, qui est à l'état implicite, à la base des conclusions. Il fallait, c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste, il fallait la gommer. Et tous les égyptologues sur l'origine des Égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes. Je pense à Maspero, je pense à Priestley, je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème. Que dire de plus? Je pense que c'est suffisamment clair et limpide. Concernant les Égyptiens vus par eux-mêmes. On a dit que les Égyptiens ne connaissaient pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. Les Égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kemt, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Parce que Kemt, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif. Et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Donc, Kemt signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre d'ailleurs, dites-le moi, je n'en connais pas un autre. Bon, alors donc c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, et il est écrit avec un bout de charbon brûlé, prenez le Wörterbuch. Dans le Wörterbuch, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé, non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays, mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères, il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon. Et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khum, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khemit en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu Kembu. Et nous savons bien ici comment ce fait peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, Khemit, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel les Égyptiens anciens se désignaient et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les Égyptiens avaient encore un autre mot également, c'est toujours. Donc, il y a Kemkyu également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kem, Kyu, qui veut dire les nègres. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que les Égyptiens utilisaient pour se désigner.
Le noir, c'est la couleur bénite chez les anciens Égyptiens. Et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est. Donc, les Égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins, Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember, Osiris Kember, Set, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Isis est appelé Seit Kem. Seit Kem, qui veut dire la femme noire. Et Seit Khem, en Wolof, dans la langue sénégalaise que je parle, Seit Khem veut dire l'épouse noire charbon. Vous voyez les formes africaines. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur le fait que les Égyptiens eux-mêmes se définissaient comme kémites, noir charbon. Cheikh Anta Diop aborde ensuite lors de sa démonstration la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines. La parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en wolof et en copte. J'affirme et avoue de le vérifier que kef veut dire en égyptien ancien capturer, saisir sa proie. Kef veut dire en wolof saisir sa proie, capturer. Ces deux verbes, je les conjugue. En égyptien ancien, j'ai donc kef, i, conjugaison suffixale. Kef, ek, kef, et, et, kef, f, troisième personne du singulier masculin, kef, s, troisième personne du singulier féminin, kef, nen, première personne du pluriel commun, kef, kien, deuxième personne pluriel commun, et kef, sen, troisième personne pluriel commun. En copte, j'ai conjugué le verbe kef qui a un sens voisin. J'ai kef, ei, correspondant à la première personne égyptienne. J'ai kef, ek, même pronom qu'en égyptien. Kef, ere, kef, f, même pronom à la troisième singulier masculin. Et kef, s, pluriel, kef, nen, et kef, ketou, et kef, ei. Voilà le cop. Et en wolof, j'ai keuf, na, keuf, nga, keuf, na, et à la troisième personne du singulier, j'ai justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies parce que le féminin désinentiel n'existe plus en wolof, donc ils sont devenus des préonasmes. Nous avons que faire et que est, qui sont des archaïsmes en wolof. Voilà. Ensuite, je continue. Kef, kef nanu, kef nye, et kef nanu. Je dis que cette parenté, elle est de caractère morphologique. Ici, ceci, c'est le présent. Vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms à peu de choses près. Et pour la forme du passé, ceci est le présent. Pour le passé, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport. Vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail et le critiquer. Alors donc, maintenant, je veux montrer que ici, la parenté que je vais établir est une des plus fondamentales. Elle ne prend pas plus de 2 minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs wolof.
le déterminatif pou en égyptien correspond à pou ou bien ipou. Je mets la forme avec le i prothétique entre parenthèses. Correspond au wolof pou, avec même signification, bien sûr. La forme est là, nous pouvons dire donc que un P égyptien correspond à un B wolof dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui est une occlusive sourde, a été sonorisé parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervocalique, elle s'est trouvée en position intervocalique. Elle est par conséquent devenue sonore en wolof et nous avons pou à la place du P. Et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors, nous avons maintenant en égyptien ancien, Pouy, P, W, Y, que j'écris I, P, W, Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons en wolof, Pouy, P, W, Y. Donc, nous avons ici P qui correspond à P, un autre mot, W qui correspond à W dans les deux langues, disons voyelle vélaire, Y à Y. Ensuite, nous avons pen, en égyptien ancien, PN, ou I, P, N, même correspondance absolue. Nous avons en wolof P, Bané, avec la vocalisation, B A B et N A N. Mais je vous ai dit que je l'ai établi, que c'est sur là-dessus que je terminerai, que N égyptien correspond dans certaines conditions très précises à L en wolof. Donc cette forme, Pen va donner deux formes en wolof qui existent absolument, qui coexistent. Il y a Bané et Bané. Bané. Donc nous avons cette correspondance-là. Pen, PN donne donc Bané et Bané, avec même signification. Je crois que ces éléments-là doivent être versés au dossier. Si la vérité scientifique intéresse la science, l'ensemble de ces faits doivent être examinés. Lorsque l'on sait que la langue parlée par un peuple autochtone nous renvoie directement à sa culture et in fine à l'origine de celui-ci, c'est naturellement que ces énièmes éléments démontrent incontestablement l'origine négroïde des peuples d'Égypte antique. Concernant l'anthroposociologie, Cheikh Anta Diop s'exprime. Les anciens Égyptiens, si nous voulons clarifier ce problème, il faut appliquer les mêmes poids et les mêmes mesures. Nous disons seulement que nous entendons par race, nous savons que la notion de race est une notion tout à fait relative. C'est une notion délicate à manier, mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle. Et ce qu'on appelle globalement ou approximativement la race blanche en Europe, c'est ce que nous appelons globalement, relativement, la race noire en Afrique. Voilà, ça c'est clair. Alors, donc, il faudra maintenant absolument, pour bien voir, chaque fois renverser le problème pour savoir si les Africains sont sur une position correcte. Alors, nous verrons, comme je vous le disais, que à propos de la race blanche, moi je vous ai dit que l'anthroposociologie du milieu du siècle dernier et du début de ce siècle, vraiment réalisé des œuvres extraordinaires. Et je cite ici une seule phrase de Lapouge, dans un article publié en 1897, où il ne posait pas moins d'une douzaine de lois fondamentales de l'anthroposociologie, dont quelques-unes sont bien typiques. Par exemple, la loi de répartition des richesses stipulait que dans les pays à mélange européus alpinus, où il y a un homme, l'homme qu'ils appelaient l'homme européen, le dolichocéphale blond aux yeux bleus, et la race alpine qui passait pour une race asservie. Donc, Lapouche disait que dans tous les pays où il y a ce mélange, la richesse croît en raison inverse de l'indice céphalique. Voilà comment on faisait de la micro-anthropologie en Europe au siècle dernier. Et il est évident que pour ces hommes, il n'y avait pas de nation européenne au sens où on l'entendait. Et pour eux, c'était la classe aristocratique supérieure. L'Europe n'était pas encore très engagée dans la colonisation. Elle commençait à peine. Alors, cette micro-analyse explosive s'appliquait au territoire européen même. Et la classe dominante, n'est-ce pas, voulait établir une distinction de race. C'était la micro-analyse explosive. Alors, cette méthode, maintenant, l'Europe l'a dépassée. Elle a compris qu'il y a une façon de prendre les choses à l'échelle macroscopique, et aujourd'hui nous ne distinguons plus en France une race alpine et une race européenne dolichocéphale, bien qu'il y ait
des nations dans le Nouveau Monde qui tiennent compte de cette existence jusqu'à présent dans les lois et dans les quotas de migration. Alors, donc, nous sommes là encore, toujours à cette contradiction fondamentale. Ce sont des Blancs qui ont la peau noire. Vous voyez bien, il faut sortir de là. Moi, je crois que nous sommes là pour aider justement à l'émergence d'une nouvelle conception des choses. Je crois que dès l'instant, et ceci vient de l'éducation qu'on a reçue pendant ces derniers siècles, les uns et les autres, forcément, tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie, n'est-ce pas, de l'époque industrielle, ne pouvaient plus se faire à l'idée d'un nègre responsable d'une création. Voilà la difficulté. Elle est psychologique, elle est dans l'esprit. C'est donc au niveau de la perception. Dès qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est promenade, elle ne peut plus être perçue. Elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être qui n'existe nulle part. C'est le nègre, c'est un être blanc ou noir qui n'a pas créé de civilisation. Mais dès qu'on a créé une civilisation, on doit sortir de cette catégorie, même si on est noir de la tête aux pieds. Je crois que c'est cette image-là qui, même lorsqu'on est devenu, enfin, adulte, quand on raisonne et qu'on dispose de toutes ses forces intellectuelles, de toute sa force intellectuelle, et qu'on se croit affranchi des traces, si vous voulez, des entraves de ces premiers moments de la formation intellectuelle, eh bien, souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ce qui reste, c'est dans le subconscient, la plupart du temps. C'est cette fuite de la réalité palpable pour trouver à tout prix une interprétation, l'image la plus correcte, la plus adéquate pour la décrire, eh bien, c'est la lampe philosophique. La lampe philosophique, vous savez ce que c'est, que je ne vais pas donc vous la décrire en détail, mais en tout cas, c'est une lampe qui brûlait selon des principes que la science n'avait pas encore expliqués jusqu'à ce jour, qu'elle venait de découvrir. Et les philosophes qui jusque-là avaient créé le monde sur la base d'autres principes, pour eux, ils étaient perdus, c'était en dehors des principes, en dehors de ce qui pouvait être. Par conséquent, la flamme était là, mais elle n'existait pas. Et la négation de la race égyptienne aujourd'hui, en dépit de toutes ces réalités palpables que je mets sous les yeux des plus grands spécialistes du monde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela. C'est cet effet de l'éducation, je crois. À travers ce passage, Cheikh Anta Diop met en relief l'aliénation intellectuelle qui frappe profondément des spécialistes, pourtant doués de raison, censés être au service de la science et qui se retrouvent dans l'incapacité de concevoir, d'accepter la vérité lorsqu'elle sonne noire. Le Darfour, point de départ des migrations, et la paléoécologie du delta. L'étude de la région du Darfour, le Darfour est presque contigu, pas tout à fait, mais enfin c'est à l'ouest de cette région dont je viens de parler. Alors, en fait, la migration dont j'ai parlé, c'est scindé en deux. Il y en a une qui longe en quelque sorte le tropique, qui est entre les deux tropiques, si vous voulez, entre le tropique et l'équateur, et qui s'est glissée dans ce couloir, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du Sénégal. Et l'autre, qui a immédiatement suivi la vallée du Zaïre, au niveau de la vallée du Wélé, que l'on peut absolument jalonner, et qui arrive jusqu'à l'océan Atlantique, qui remonte un peu la côte, et qui s'arrête au niveau du Cameroun. Et alors, donc, les populations qui sont dans la région du golfe de Guinée, c'est-à-dire les Yoruba et autres, apparaissent comme des populations piégées. Et nous voyons là une superposition de deux populations. Nous voyons que la migration Yoruba et la migration de la région du golfe de Guinée est une migration antérieure. Et alors, l'autre est venu la prendre presque comme en tenaille, parallèlement d'une part et avec une descente. Donc, en étudiant le Darfour, on étudierait bien le point de départ de ces migrations, c'est-à-dire toutes ces régions du Haut-Nil que Mme Blanc avait signalé. Je voudrais que cette région soit inclue, la région du Nouer, Chinook, Dinka, Kaukau, avec accent mis sur l'étude des Kaukau particulièrement qui risque de disparaître. Donc ça, je pense qu'une mission dans cette région, où il y aurait, non pas moi parce que je n'ai plus le courage de faire partie de telle mission, donc je suis exclu, mais dans une mission où il y aurait des Sénégalais que l'on prendrait, ou en tout cas des gens qui sont censés être venus de cette région, qui redécouvriraient plus facilement les noms et les ethnies, qui redécouvriraient en quelque sorte le point de départ de leur tribu ou de leur clan, je crois que c'est une mission qui présenterait un grand intérêt et qui serait justement une mission pluridisciplinaire. Il ne s'agirait pas de composer seulement cette mission avec des Sénégalais, mais il faudrait qu'en plus, il y ait des spécialistes en linguistique qui viendraient de l'Ouganda ou d'autres régions, des spécialistes de telle autre langue, etc. Mais que dans le groupe, il y ait quand même quelques éléments qui ont une certaine formation, mettons du niveau de la licence, en train de préparer des thèses de 3e cycle,
et venant de régions, n'est-ce pas, où ces migrations sont censées avoir abouti. Voilà pour donc l'étude que je propose. Et deuxième point, pour rejoindre la proposition du professeur Vercouter que je voudrais préciser, comme travail à faire en ce qui concerne la paléoécologie du delta. Tout au cours de son exposé, le professeur Vercouter a insisté sur le fait que le delta au nord de Mérindé était absolument inexistant et que ce que nous appelons aujourd'hui le delta au nord de Memphis, c'était absolument la mer. Il est extrêmement important de savoir à quelle époque, à cause de l'alluvionnement du Nil, à partir de quel moment l'alluvionnement a fait émerger la terre et a rendu cette région habitable. Et ce problème, le C14 peut le résoudre aujourd'hui. Voilà donc un exemple d'étude, une étude très précise possible. La mer ou le delta s'est comblé petit à petit avec les alluvions, et quand le niveau est arrivé au niveau de la mer, c'était une région bourbeuse, et quand le niveau des alluvions a dépassé le niveau de la mer, la terre est devenue habitable. Alors cette couche de contact, qui est la couche juste au-dessus du niveau de la mer, nous pouvons aujourd'hui la dater parce qu'elle est nécessairement composée de matières organiques qui n'ont pas eu le temps de se décomposer. Le Nil charrie donc les limons, c'est accompagné de racines de toutes sortes de matières organiques. Et alors, au niveau de cette couche, si on prend une carotte, on appelle ça une carotte, si on fait une carotte, alors on pourra atteindre cette profondeur correspondant au niveau de la mer, et je pourrais la dater conjointement au laboratoire de C14 de l'Université du Caire, qui est sous la direction du docteur Mokhtar. Et alors, il serait extrêmement important que la carotte étant prise, alors le professeur Eskander, par exemple, fait des coupes, et alors il me donne la moitié, il garde l'autre moitié, et nous datons successivement, n'est-ce pas, coupe par coupe, nous aurons un gradient des âges depuis le niveau de la mer jusqu'à l'époque subactuelle. Ce serait intéressant de faire ça. Voilà quelque chose qui ne coûte presque rien, les datations, en tout cas que nous ferions à Dakar, c'est des datations gracieuses. Donc ce ne serait même pas payant. Il n'y aurait que la carotte à sortir et à donner une partie au professeur Standard et l'autre à nous. Comme vous avez pu le constater, à travers ces quelques audios, les interventions et démonstrations de Cheikh Anta Diop, assistés par le professeur Théophile Obenga, ont mis un point d'honneur à cette négation de l'apport civilisationnel africain au reste du monde, à toute cette falsification de l'histoire. Les esprits les plus fragiles, ignares et malléables seraient tentés de croire qu'aujourd'hui, à notre ère, les théories de Cheikh Anta Diop seraient désuètes car non soumis aux avancées technologiques récentes. Je vous rassure, il en est tout autre. Pour ceux munis d'honnêteté intellectuelle, affranchis de tout complexe d'infériorité, d'aliénation, d'idéologie, animés uniquement par la recherche de la vérité, nous disposons actuellement de matériaux authentiques corroborant les découvertes faites par le professeur Cheikh Anta Diop depuis les années 1950. Il suffit pour cela de se rapprocher entre autres des travaux réalisés par le chercheur émérite Nusere Kalala Omotunde, paix à son âme. Ce scientifique qui nous a quittés récemment dans des conditions pour le moins ambiguës. Parce que ce qui change avec, je dirais, il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des tests ADN. Et dans les tests ADN, on voit bien que, et les chercheurs le disent très bien, que la première occupation, l'occupation de cette période-là, du néolithique, moins 8000 et compagnie, elle est totalement africaine. Vous avez vu que quand on a reconstitué le premier anglais, c'est un noir. Vous voyez l'affaire ? Ils n'ont pas osé faire les cheveux crépus. Mais ils l'ont admis quand même. Ils l'ont quand même admis. Mais est-ce que vous avez vu les débats ? Mais le problème, c'est que c'est valable pour toute l'Europe. Vous allez, même en Russie, vous cherchez le premier russe, c'est un noir, hein, parce que les reconstitutions étaient faites. Vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des Égyptiens anciens, par réflexe, on a commencé à accumuler de la documentation. Mais on n'y lisait pas les hiéroglyphes. Lorsque René Louis s'est consacré véritablement, sérieusement, à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage, donc de ces médunetières que les anciens appelaient les paroles de Dieu, voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux. Parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes, on se rendait compte qu'en fait, celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les Égyptiens anciens de lui-même. Et lorsque j'avais soulevé un débat avec un égyptologue et qu'il a commencé par sortir des tableaux, donc qui sont des fresques murales, on s'est rendu compte qu'ils avaient
tout simplement à la palette graphique, recomposer les éléments du tableau. D'accord. Mais comme nous avions acheté des documents de fouille, on avait le classement naturel, le vrai classement, celui qui avait été dessiné par les Égyptiens anciens sur leur tombeau. Donc ça a été un choc pour nous, c'est-à-dire René, Louis et moi, de découvrir que tous ces ouvrages que nous avions depuis tant de temps, le fait d'accéder maintenant à la compréhension des Égyptiens anciens, on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début. C'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez. Rappelez-vous le documentaire, on vous dit que on est dans le tombeau d'Amenhotep alors qu'on est dans le tombeau du roi Onas. Oui, oui. Si vous savez pas lire l'Égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire l'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traiter d'imposteurs alors que les imposteurs c'est eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Prenons le testament de Jean-François Champollion. Là, c'est le scoop des scoops. Vous prenez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion a bien vu que les Égyptiens étaient des Noirs. Il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud, du Soudan. Et il a écrit. Et il y a un moment, il dit « J'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II. » D'accord? Comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine, formellement, parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivants dans leurs descendants au Soudan, ont été enlevés de la version française. Mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, vous retrouvez toutes les pages que les Français ont enlevées chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens. N'en déplaise aux égyptologues eurocentristes et à leurs adeptes. D'ailleurs, ces termes eurocentrisme, afrocentrisme ont pour seul but d'instaurer des oppositions qui n'ont pas lieu d'être, de créer un écran de fumée dans l'inconscient collectif uniquement dans l'objectif de dissimuler la vérité. À mon sens, il existe plutôt face à la vérité d'un côté des menteurs, falsificateurs, crétois et de l'autre les véridiques. Et le seul moyen de les distinguer repose exclusivement sur l'analyse de preuves scientifiques authentiques. Qu'on l'accepte ou non, les premières dynasties pharaoniques d'Égypte antique étaient kémites, négroïdes, à la peau noire, couleur charbon, aux cheveux crépus et au nez épaté. Cette partie saillante du visage volontairement détruite des sculptures pharaoniques. À savoir pourquoi. Ceci étant incontestablement prouvé, doit-on pour autant rester bloqué sur cette vérité? Je ne le crois pas. Car les défis qui touchent le peuple noir répartis sur l'ensemble de ces terres sont actuellement de l'ordre de la réinstauration de notre dignité, de notre totale souveraineté, ainsi que de la manifestation d'une volonté de puissance actuellement inexistante. Néanmoins, malgré tout, pour reprendre l'expression, je dirais qu'il faut rendre à Cheikh-Anta ce qui appartient à Cheikh-Anta. Effectivement, nous devons garder à l'esprit que tous autant que nous sommes, restons les dignes garants de la préservation du patrimoine scientifique africain. Black Spirit.